Bienvenue dans cette deuxième partie de notre talk consacré aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans le développement du continent africain. Mes invités, messieurs Io et Boro, sont toujours avec moi. Monsieur Io, il y a moins d'un an, la Côte d'Ivoire s'était engagée à réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes exactement? Merci pour la question. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore atteint nos objectifs, mais on a fait du chemin. On a fait du chemin. Déjà, je permettais de vous préciser que beaucoup d'efforts ont été faits. Par exemple, en matière d'efficacité énergétique, on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui sur l'ensemble des entreprises ivoiriennes qui ont adopté ce que nous appelons les technologies de gestion intelligente des mouvements d'énergie. Ce sont des technologies qui permettent d'être efficaces, non seulement du point de vue passif, mais d'être efficaces du point de vue actif. C'est-à-dire, vous allez voir que beaucoup de projets aujourd'hui qui sont développés en Côte d'Ivoire contiennent la composante gestion intelligente des mouvements d'énergie, qui est un grand pas pour atteindre ces objectifs. Et en plus de cela, il faut aussi dire qu'il y a des efforts concrets ont été réalisés, par exemple, en sensibilisant les populations, comme le président M. Edi Boro de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables le disait tout à l'heure. L'association a fait des sensibilisations et beaucoup de populations ont commencé à comprendre. Comprenez que déjà la distribution de l'exploitation des gaz, disons des émissions avec gaz à effet de serre, est beaucoup liée à l'énergie. Et pour les pays sous-développés en général, c'est-à-dire les pays en voie de développement, la courbe d'émission des gaz à effet de serre suit celle de leur développement en énergie. Elle est de combien environ, les gaz à effet de serre? Je n'ai pas les quantitatifs exacts, mais je peux vous dire que si vous prenez les chiffres énergétiques, par exemple, nous avons une installation de base aujourd'hui qui est autour de 2000 MW. Quand vous allez sur la conversion en termes de consommation d'électricité, et il y a des coefficients qui vous permettent d'avoir une idée des émissions à gaz liées, bien sûr, à l'électricité. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas le chiffre exact, c'est justement parce que les gaz à effet de serre ne viennent pas d'une seule source. Il y a par exemple le côté énergie, il y a aussi par exemple le transport. Vous imaginez tous ces véhicules avec le carburant qu'ils consomment et qui émettent ces émissions dans l'atmosphère. Tout ça fait partie de la pollution. Ce qui signifie que pour atteindre nos objectifs de 28% et même pour aller au-delà, nous devons tout faire pour sensibiliser et les populations, c'est-à-dire chaque Ivoirien doit faire des efforts à son niveau. Et qui doit sensibiliser les populations? Je pense que c'est des efforts communs. Il y a d'abord, je dirais, les structures. Est-ce que c'est l'Association ivoirienne des énergies renouvelables? Est-ce que c'est le gouvernement ivoirien? Bon, il faut dire que c'est une combinaison de plusieurs acteurs. L'association doit jouer son rôle, le gouvernement doit jouer son rôle à travers les médias et même les journalistes. On a aussi des journalistes qui ont pris conscience, qui ont commencé à faire leur sensibilisation. Ils ont un réseau de soutien au développement renouvelable qui sont là et qui font beaucoup d'efforts en ce sens. Et il y a même au Parlement un groupe là-bas qui... je n'étais même pas informé, c'est une fois on était à une rencontre et ils ont parlé de cela au Parlement, ils ont leur manière de sensibiliser là-bas et je pense que si chaque élu retourne chez lui et il sensibilise, on va bientôt atteindre l'ensemble des populations avec le message. Chacun doit faire des efforts à son niveau et voilà pourquoi nous avons insisté sur le fait qu'il faut donner des outils réels aux populations de maîtriser leur consommation. Nous avons par exemple développé une technologie il y a quelques années qui aujourd'hui est une technologie disponible. Vous achetez simplement ce que nous appelons un coffret électrique intelligent. Cela vous permet chez vous, à votre niveau, en tant que famille, d'atteindre entre 10 et 50% de réduction sur votre consommation. Vous imaginez, si chacun le fait, on a un tiers de réduction. Vous voyez, donc ce qui signifie qu'on peut facilement atteindre 30% de réduction sur la consommation et donc sur les effets de serre liés les gaz à effet de serre liés, bien sûr, à l'énergie.
Si on sensibilise également au niveau des transports et on sensibilise au niveau des autres secteurs tels que les miniers et autres, à la fin, on pourra atteindre nos objectifs. Effectivement, on pourra atteindre nos objectifs. Monsieur Boro, notamment au niveau de la sensibilisation, qu'est-ce qui est fait de façon concrète au niveau de votre association? Au niveau de notre association, c'est de toutes petites actions que nous avons menées, et notamment par l'organisation. Évidemment, M. Yeo vous disait qu'il existe un réseau de journalistes pour la promotion des énergies renouvelables. Quel est le message clé? Est-ce qu'on dit aux populations, venez, il y a du soleil, nous avons des panneaux, nous allons vous donner de l'électricité? C'est quoi le message clé? Non, le message, on essaie déjà de faire prendre conscience à la population des dangers auxquels nous sommes exposés si nous continuons à gaspiller l'énergie en vivant avec des comportements qui agressent l'environnement. Et tout le monde est conscient du fait des changements climatiques. Il y a plus de saisons, la mer avance, l'agriculture est menacée. On essaie de faire comprendre à la population. Mais aujourd'hui, nous savons tous que quand chaque Ivoirien reçoit sa facture d'électricité, il développe un réflexe qu'il estime que l'électricité coûte cher, à tort ou à raison. Il reste à le définir. Donc il faut arriver à faire comprendre à chaque Ivoirien, à chaque consommateur, de ce qu'il y a nécessité de pouvoir économiser l'énergie. Il y a des actions simples, des attitudes simples à adopter, même ne serait-ce qu'éteindre une ampoule en sortant d'une pièce. Moi, quand je suis rentré dans cette pièce, le premier réflexe que j'ai, c'est de me faire une idée du type d'éclairage que vous utilisez. Je vous en félicite d'ailleurs. Vous êtes inscrit dans une démarche d'efficacité énergétique parce que vous utilisez de l'éclairage efficace. Je vois du LED, je vois des... Donc en un mot, nous consommons vers Amédian TV Afrique. Oui, Amédian TV Afrique, vous êtes dans l'économie passive. Il vous reste maintenant à vous inscrire dans l'économie active. Et il faut dire que nous sommes une jeune association qui n'a pas beaucoup de moyens. Mais l'action d'éclat que nous voulons mener, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, les premières journées promotionnelles de l'économie d'énergie et de l'énergie solaire qui aura lieu du 12 au 14 septembre. Et nous avons choisi pour thème les collectivités locales en première ligne de la lutte contre le changement climatique avec les économies d'énergie et l'énergie solaire. On a compris que c'est à l'intérieur des collectivités qu'on retrouve toutes les couches socio-professionnelles. Vous avez les ménages, vous avez les services publics, vous avez les industries. Et nous nous sommes dit que si nous arrivons à atteindre chaque collectivité, il y en a 197. Notre objectif, comme M. Yeo le disait, c'est de faire de chaque Ivoirien un acteur de la transition énergétique. Alors Yeo Lounigué, tout à l'heure, vous parlez de l'exemple du Maroc qui a atteint le seuil de 32%, n'est-ce pas? Expliquez-nous un peu comment est-ce que le Maroc est parvenu à atteindre ce résultat. Je disais plutôt 34%. 34%, pour moi. Ce qui est un grand chiffre. Il faut dire que le Maroc, c'est quand même un pays à prendre au sérieux en matière de leçons à retenir. Au niveau des énergies renouvelables, il faut dire que plusieurs facteurs ont contribué à cela. Il y a des facteurs qui sont naturels, c'est-à-dire que le Maroc a su gérer, qui sont des choses qu'ils avaient. Par exemple, la proximité de l'Europe, c'est l'un de ces facteurs. Mais la plupart des autres facteurs, c'est des choses qu'ils ont développées eux-mêmes à travers des stratégies. Par exemple, l'éducation. Vous allez trouver que le Maroc a mis beaucoup d'accent sur l'éducation. Et vous avez des universités au Maroc aujourd'hui qui n'ont rien à envier aux autres universités du monde. Et donc, ils ont réussi à développer les ressources humaines correctement. Parce que vous ne pouvez pas avancer si vos ressources humaines sont sans qualification. Oui, ce n'ont pas les qualifications. Il y a cela. Mais il y a aussi l'ouverture à la technologie. Vous allez trouver au Maroc que la plupart des grands groupes du monde essaient de venir faire une forme d'exploration au Maroc. Et beaucoup s'y sont installés. Et progressivement, il y a eu des transferts de technologie au Maroc. La plupart des choses aujourd'hui se fabriquent au Maroc.
Ils ont réussi à faire ce transfert de technologie de façon vraiment à des coûts raisonnables, ce qui leur a permis de s'approprier des technologies aujourd'hui qui leur ont permis de développer l'hydraulique et par exemple les 34% dont j'ai parlé. À l'intérieur, vous avez plus de 10%, disons plus de 11% d'ailleurs, qui sont purement du solaire. Et pour dire que ça c'est assez grand, parce que ça dépasse plus de 2 gigawatts, toute cette combinaison, pour dire que ce sont des grands efforts qui ont été faits. Mais pour vous faire remarquer une des stratégies du Maroc, le Maroc est ouvert, et une ouverture stratégique. Vous avez vu que c'est d'ailleurs l'un des rares pays africains où on a pu tenir une COP. La COP 21 a eu lieu à Marrakech, qui est une ville vraiment à admirer. Donc, ils ont combiné plusieurs facteurs en misant sur leurs propres ressources humaines. Ils ont réussi à développer des technologies, à se concentrer autour de ce qu'ils peuvent faire mieux. Mais ils ont aussi compris que si on doit maîtriser le développement, il faut faire très attention à l'énergie fossile. Permettez que je signale quelque chose de très important ici. En Côte d'Ivoire, par exemple, il est avéré de façon claire, vous pouvez vous informer, que d'ici 2025, nos puits pétroliers qui ont du gaz que nous utilisons pour produire notre énergie, les puits vont tarir. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de gaz. Alors qu'on n'en a même pas suffisamment. Et donc, imaginez qu'on finit, notre gaz est fini en 2025 et qu'on soit contraint d'importer du gaz. Parce qu'on ne va pas fermer nos usines, nos centrales de production d'énergie. Et ce qui va se passer est que l'énergie va devenir encore plus chère. Plus chère. Déjà, on trouve que c'est cher, mais si on doit importer, transporter du gaz d'un pays étranger, ça va être encore plus cher. Et ce qui signifie qu'il faut plutôt être très, très stratégique et je dirais sage même, en orientant les efforts des uns et des autres vers des solutions durables. Et je disais à une conférence il n'y a pas trop longtemps que l'une des solutions que nous pouvons adopter ici en Côte d'Ivoire, par exemple en s'inspirant sur ce qu'on a vu déjà au Maroc, c'est de transformer chaque consommateur en producteur d'énergie. En faisant comment? En faisant en sorte que chaque consommateur puisse réduire sa consommation d'au moins un tiers. Il devient de facto producteur du tiers qu'il a économisé. Et si on le fait, on va donc se développer à un coût réduit et donc s'industrialiser de la façon la plus moins chère. Est-ce que ce que vous dites ne nous amène pas à une sorte de libéralisation du secteur des énergies en Côte d'Ivoire? Je pense que c'est déjà fait. La libéralisation de la production a été déjà faite du point de vue des lois du pays. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, les lois autorisent la production, l'autoconsommation. Vous produisez. Ce qui n'est pas libéralisé pour le moment, c'est la distribution. Peut-être qu'on ne souhaite pas avoir une forme d'anarchie dans la distribution de l'énergie, donc on a quand même confié ça à une société qui est en charge de maîtriser la situation. Mais chacun est libre de produire sa propre énergie. Tant qu'il ne cherche pas à vendre ça, à faire de ça une activité commerciale, il n'y a pas de souci. À partir de l'instant où on libéralise la production et l'autoconsommation, je pense que c'est vraiment le premier pas pour amener chacun à devenir un producteur. Une des méthodes les plus simples à être producteur, c'est déjà économiser votre énergie. 2, utiliser par exemple de l'énergie solaire qui est disponible un peu partout. Si chacun s'oriente vers ce genre de solution, on pourra éventuellement aller très vite vers un développement de l'énergie renouvelable chez nous, un peu comme à l'instar du Maroc. Mais pour fermer la question du Maroc, il faut dire que le Maroc ne compte pas se limiter à ces 34% de renouvelable. Quand vous lisez bien les textes qu'ils écrivent, bien sûr, ils ont de grandes ambitions. Évidemment, ils souhaitent même atteindre, pourquoi pas les 100%. Vous allez dire les 40%, mais vous allez jusqu'à 100%. Ah oui, leur objectif, ce n'est pas de s'arrêter là, c'est de devenir purement vert. Parce que quand vous allez à Marrakech, vous constatez qu'ils ont totalement l'ambition de faire de cette ville une ville verte, une ville écologique et tout ça. Et donc ça, c'est des exemples que nous sommes en train de chercher à reproduire ici. Alors, Eddy Boro, selon vous, comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut suivre l'exemple du Maroc? Et puis, dans le même temps, l'État de Côte d'Ivoire s'était engagé à produire 42% de son énergie grâce aux énergies renouvelables. Ben déjà, il faut
fait remarquer que nous sommes déjà à l'école marocaine. Et je vous le signalais tantôt que la Côte d'Ivoire, certes, a connu un retard de développement de ce secteur, mais qui sûrement, la preuve, depuis 2014, il y a le code de l'électricité qui a été adopté par l'Assemblée nationale et qui est en attente dans son entièreté de décret d'application. Depuis janvier 2017, il y a un ministère qui a été dédié au développement des énergies renouvelables. Vous avez parlé tout à l'heure des ambitions de l'État. Qui a promis de produire 42% de son énergie grâce aux ENR. Oui, grâce aux ENR, mais il y a même les engagements internationaux dont vous faisiez allusion tout à l'heure, de 28%, mais il faut le dire que c'est à l'horizon 2030. Nous ne sommes qu'en 2018. 2018, on a encore 12 bonnes années. Et je crois que l'État est en train de se préparer sérieusement. Est-ce que ce sont des objectifs qui sont atteignables de façon concrète? Oui, s'il y a une volonté. Si on reste dans la réalité. Non, s'il y a une volonté réelle qui l'accompagne, et je dis, je vous le disais, le fait même pour nous de dédier un ministère au développement des énergies renouvelables, pour nous, c'est un gage de volonté et déjà. Et donc, on a souscrit aux traités internationaux, on prend l'engagement de réduire nos émissions. On veut aujourd'hui, avec l'hydro, la grande hydro dont on vous parlait, ce chiffre n'est pas très long. C'est en cela que je dis que peut-être nous, ce que nous souhaitons, qu'on puisse faire le distinguo entre les autres sources d'énergie renouvelable et l'hydraulique, parce qu'il faut qu'on sache, par exemple, pour nous, on aurait souhaité que dans le mix, que la partie solaire soit élevée. Sinon, avec l'hydro, pour atteindre cet objectif-là, on n'a pas. L'État a clairement affiché ses ambitions. Vous avez fait passer un reportage dans la stimulation des investissements privés. C'est eu égard à toutes ces actions que l'État a menées, qui est en train d'encourager les bailleurs de fonds internationaux à pouvoir venir stimuler l'investissement dans le secteur privé. Pour le redire, Yeo l'a dit tout de suite, les énergies renouvelables, l'énergie renouvelable est étroitement liée avec l'efficacité énergétique. C'est cet aspect-là qu'il ne faut pas omettre. Généralement, quand on parle d'énergie renouvelable, on ne fait pas beaucoup allusion à l'efficacité énergétique, mais c'est deux secteurs qui sont étroitement liés. Donc il faut d'abord en amont développer aussi l'efficacité énergétique que nous aurons souhaité et qu'on développe beaucoup plus le solaire en toiture pour faire de chaque acteur, si chacun doit devenir producteur, comme M. Yeo l'a dit, c'est de permettre à chaque Ivoirien d'avoir le choix, d'avoir sa source d'énergie. Avoir le choix, c'est de pouvoir accéder à cette énergie qui aujourd'hui souffre encore d'un manque d'accessibilité. La Côte d'Ivoire s'est inscrite dans une politique commune régionale. Le reportage qui est passé, l'atelier, c'était à l'initiative de l'ECRE, qui est un centre sous-régional. Donc tous les pays de la sous-région, de la CEDEAO, tous les pays de la sous-région ont adopté des politiques communes de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Je citerai un cas, si vous prenez le Mali, le Burkina comme le Sénégal, il y a beaucoup d'incitations fiscales dans ces pays-là où vous pouvez importer les équipements solaires. Mieux que la Côte d'Ivoire. Mieux que la Côte d'Ivoire, vous ne payez pas de taxes douanières, vous ne payez pas de TVA. Et justement, il est où le frein en Côte d'Ivoire? Le frein, c'est... Je ne sais pas si je peux vous dire où il y a le frein. Oui. Nous, c'est notre souhait. Mais nous ne tenons pas la politique de développement. Nous apportons notre contribution. Nous aurons souhaité voir développer ce secteur et pour que ce secteur se développe sereinement, parce que ce à quoi nous sommes heurtés aujourd'hui, quand vous parlez d'énergie solaire, il y a un enthousiasme qui se dégage en l'ivoirien. Mais quand vous finissez les études, vous donnez le prix, le montant de l'installation, c'est toujours un frein. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des mécanismes de financement qui se mettent en place, il y a beaucoup d'initiatives, mais pour nous, ce n'est pas suffisant. En termes de coûts,
il faut que on fasse ressentir cette volonté réelle et que cette filière-là soit totalement défiscalisée. M. Yeo a parlé des panneaux. Même la défiscalisation des panneaux souffre d'un défaut d'interprétation des termes. C'est-à-dire que vous pouvez importer 2 conteneurs de panneaux à des dates différentes. Selon l'agent administratif que vous avez en face, vous n'allez pas payer les mêmes taux, les mêmes montants parce que les textes s'interprètent différemment. Donc, il faut qu'il y ait une défiscalisation totale. Ça va soutenir le secteur. Et quand on parle des 42%, moi je veux qu'on aille plus loin. Il faut qu'on fasse clairement le distinguo pour ne pas prêter à confusion. Sur les 42%, on peut avoir plus de 30% d'hydro. Nous, ce n'est pas parce que nous n'intervenons pas. C'est un objectif atteignable pour vous? Non, pas pour nous. Ça, c'est de façon globale. Nous, dans la balance du mix énergétique, nous aurons souhaité que la part du solaire soit élevée. Parce que quand on parle de barrage, c'est un thème de production, on ne s'inscrit pas dans l'autoconsommation. C'est la production. On crée des sources de production. Il y a un barrage qui produit l'électricité qu'on transporte pour le consommateur. Or, nous œuvrons pour le fait que chaque consommateur puisse produire son énergie. Son énergie. Monsieur Yeo, vous voulez réagir sur la même question? Oui, je voudrais... Très rapidement. Oui, rapidement, je voudrais dire qu'au niveau M. Boro l'a dit tout à l'heure, que quand vous finissez, vous donnez le devis ou bien le coût de l'installation à quelqu'un, la personne estime que c'est souvent cher. Et ça, c'est lié au fait que beaucoup d'équipements sont importés et donc ça peut paraître cher, ainsi, puisque tout n'est pas défiscalisé. Donc ça aussi, c'est vraiment un problème. Maintenant, l'autre problème aussi qui augmente les coûts des installations est que les gens généralement ont des habitudes de gaspillage d'énergie. Et donc, quand vous cumulez ce gaspillage, que vous voulez couvrir cela avec une source comme le soleil, ça devient cher. Voilà pourquoi nous avons mis des outils à disposition des uns et des autres pour que vous optimisez déjà votre installation, que vous ayez, au lieu d'avoir une maison ordinaire, une maison intelligente. Aujourd'hui, on ne doit plus construire des maisons ordinaires, on doit construire des maisons intelligentes. Et celles qui sont déjà construites, les rendre intelligentes, elles vont consommer au moins 50% de moins. Et l'autre moitié, on peut la mettre facilement sur du solaire. Pour dire que les populations doivent comprendre, les entreprises doivent comprendre qu'ils doivent désormais eux-mêmes, dans un premier temps, être efficaces du point de vue actif et passif en matière d'énergie, être très efficaces en matière d'énergie, en ayant la gestion intelligente des mouvements d'énergie, en rendant leur site intelligent et par la suite, et cela va leur faciliter la transition énergétique parce que ça peut diviser votre coût d'installation de l'énergie solaire, de l'énergie renouvelable de moitié. Et cela va vous permettre d'investir. Très bien. Alors, une question pour deux avant de terminer ce numéro du talk. Sur le continent africain, plus de 500 millions de personnes vivent sans électricité. En Côte d'Ivoire, de façon spécifique, le secteur reste sous l'emprise, en quelque sorte, du gouvernement. Que faut-il exactement pour permettre l'accès à l'électricité à tous et à un coût raisonnable? Très rapidement. Je pense que ça dépend de la politique de chaque État. En Côte d'Ivoire, l'État a estimé, par exemple, que toutes les localités de plus de 500 habitants doivent être électrifiées. Donc, toutes ces localités doivent bénéficier d'une électrification. Ça, c'est une ambition politique. Et je pense que c'est ce qui doit guider tous les États africains. Mais pour se développer réellement, monsieur, vous avez cité en exemple le cas du Maroc, parce que le Maroc a compté d'abord sur les Marocains. Et il faut que déjà chaque État apprenne à compter sur lui-même, qu'il fasse confiance à ses enfants. Vous savez que la technologie linèse, par exemple, c'est une technologie 100% ivoirienne. Mais pour vous dire qu'elle fait économiser dans 3 ou 4 bâtiments administratifs près de 400 millions de francs CFA par an sur le coût de la consommation d'électricité. Donc déjà, il faut pouvoir faire confiance aux acteurs locaux et il faut appuyer, je le redis, certains secteurs qui souffrent d'un manque d'information et de connaissances. Donc il faut appuyer
les acteurs de ce secteur qui œuvrent dans la promotion, qui œuvrent dans la sensibilisation. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Eddy Boro Yo Lonyigué, sur la même question, très rapidement, en quelques secondes. Merci bien. Je voudrais dire que pour que l'accès à l'énergie soit une réalité pour tous, il faut d'abord féliciter les initiatives telles que celles qu'on a vues au niveau du ROGEP, qui est un projet de nature à apporter l'énergie hors réseau. Deuxième élément, il faut que l'efficacité énergétique soit prise au sérieux. Je vous expliquais tout à l'heure, nous avons par exemple réalisé des installations dans des immeubles en Côte d'Ivoire, et sur quelques immeubles, on réalise environ 4 MW de gain à partir de 18 heures. Et ces 4 MW sont capables d'électrifier au moins 20 villages. 20 gros villages sans avoir besoin de créer une autre énergie. Pour dire que beaucoup d'énergie est gaspillée, beaucoup de ressources sont gaspillées. Et donc, il faut les repartir de façon efficiente. Il faut éviter le gaspillage. D'où la notion d'efficacité énergétique. Effectivement. Très bien. Si on le fait, on pourra distribuer le reste de l'énergie à un coût surtout moins cher. Merci beaucoup, chers invités. Eddy Boro, je rappelle que vous êtes président de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables. Merci d'avoir été avec nous. Yo Lonyigué Emmanuel, vous êtes le directeur général de l'INE, spécialiste dans la gestion intelligente des mouvements d'énergie. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir été avec nous sur ce plateau de Média TV Afrique dans le Talk Africa qui se referme maintenant. L'information se poursuit sur la panafricaine.